Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour ce quatrième volet des webinaires de l'association les jeudis de l'AFPPE. Ces webinaires rencontrent un succès grandissant depuis décembre sur nos médias. Merci à tous de nous suivre et de garder ce contact avec votre association. N'hésitez pas non plus à soumettre vos communications au siège de l'association à l'adresse indiquée ci-dessous, siège.asso@afppe.com. Toujours avec comme objectif l'amélioration et l'actualisation des connaissances, ce quatrième webinaire s'intéresse aux évolutions professionnelles de notre quotidien à travers différentes disciplines. D'une durée d'environ 2 heures, ce webinaire sera rythmé par des communications de manipulateurs et de partenaires sur les évolutions professionnelles. Un grand merci donc à M. Samuel Guigaud, manipulateur au CHU de Brest, qui nous parlera des applications médicales de l'impression 3D dans le traitement endovasculaire des anévrismes cérébraux, des images patients au modèle 3D. Ensuite, M. Ludovic Bordas, manipulateur administrateur RICEPAX de Nanterre, abordera l'intelligence artificielle en imagerie médicale, le vocabulaire pour comprendre. Pour continuer dans l'intelligence artificielle, Madame Fanny Joujou, manipulatrice de l'APHP à l'hôpital Saint-Louis, nous parlera de l'intelligence artificielle au service des manipulateurs en échographie. Monsieur Xavier Gallus et Madame Sonia Halimi aborderont eux l'expérience en mammographie, manipulateur expert ou référent. Et enfin, Madame Sabrina Ahado terminera par les perspectives des pratiques avancées en radiothérapie. Merci à eux pour leur participation et leur communication qui mettent en valeur leur travail, la profession et qui nous permettent d'en bénéficier. Entre ces présentations, vous retrouvez les communications de nos partenaires en lien avec la technique ou l'univers de l'imagerie. Et en fin de séance, vous pourrez poser vos éventuelles questions par l'intermédiaire d'un chat. La programmation des webinaires à venir se poursuit. Vous retrouverez les thématiques de l'IRM le 1er avril, la radiologie interventionnelle le 6 mai, manipulateur et pratique de l'échographie le 3 juin, et avant les congés d'été, le webinaire intitulé Un regard sur l'international proposera une présentation des formations et de l'exercice des manipulateurs de différents pays. Ces webinaires sont en accès libre, sans inscription sur le site de l'AFPPE et en diffusion simultanée sur le Facebook Live. Un grand merci une nouvelle fois aux intervenants qui, par leur contribution, permettent de faire évoluer nos pratiques et aux partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Chacun d'entre vous a sa place et peut apporter sa contribution. Une nouvelle fois, si vous appréciez ces communications de vos collègues et le travail des bénévoles de l'association pour ces propositions, alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir en adhérant à l'AFPPE. Un simple geste pour toute la communauté, c'est tous ensemble que nous ferons donc évoluer notre profession. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance et à très bientôt. Bonjour à tous et merci à la FPPE pour l'organisation de ce webinaire autour des évolutions professionnelles pour les manipulateurs radio. Je suis Samuel Guigaud et je travaille au CHRU de Brest en imagerie interventionnelle.
et en recherche clinique paramédicale. Et je suis aujourd'hui là devant vous pour vous parler du projet de recherche ANEF 3D, primé au PHRIP 2019, qui parle de l'impression 3D autour des traitements endovasculaires des anévrismes cérébraux ou comment passer des images patients au modèle 3D. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer. Voici très rapidement le sommaire de mon intervention. On va revenir sur l'activité de neuroradio interventionnelle au CHU de Brest, parler du projet en lui-même et des retombées attendues pour ce PHRIP. Donc la neuroradio interventionnelle au CHU de Brest, elle a été ouverte en 2015 suite à un besoin très important de la population du bassin brestois et de la région Finistère pour disposer de toutes les dernières techniques de traitement des pathologies cérébrales en urgence, comme les embolisations d'anévrisme ou la thrombectomie. Elle a été ouverte et étudiée par le professeur Jean-Christophe Gintric. Nous sommes 9 manipulateurs à travailler dans cette unité, évidemment ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voici les infrastructures dans lesquelles on travaille. Une très belle salle de radiologie interventionnelle biplan intégrée au bloc opératoire. On dispose actuellement de plus de 800 références de dispositifs médicaux pour le traitement des pathologies de la sphère cérébrale. Voici notre activité, principalement l'embolisation des anévrismes cérébraux rompus ou non rompus, le traitement de l'AVC ischémique et la thrombectomie, les malformations artério-veineuses, le traitement des saignements tuméraux, toutes les artériographies cérébrales et médulaires diagnostiques. Et puis nous participons actuellement à près de 17 essais et études cliniques en cours, tant sur le versant anévrisme que thrombectomie ou malformation artério-veineuse. Alors voilà le projet ANEF 3D, qui est un PHRIP qui a été déposé en 2019 et qui a été primé au PHRIP 2019. Quel est ce projet? Alors le principe, c'est l'élaboration d'une simulation préopératoire d'une embolisation d'anévrisme non rompu. Cette simulation, elle est faite sur un modèle imprimé via une imprimante 3D, ici la Form 3 de chez Formlabs. Ce modèle est réalisé grâce à une résine d'impression souple, reproduisant l'élasticité des vaisseaux. Le modèle est issu est fabriqué à partir des images propres du patient, en l'occurrence la 3D, lors de l'acquisition de l'artériographie cérébrale. Une fois ce modèle conçu, on va le mettre en conditions réelles, directement en salle de neuroradio, comme si on embolisait le patient. Et puis cette simulation va nous aider au choix des divers dispositifs médicaux, que ce soit les implantables ou les non implantables, les dispositifs de cathétérisme ou autres, pour définir ensemble un planning préopératoire et quasiment un traitement personnalisé pour le patient. Et on va essayer d'anticiper toutes les difficultés, les événements indésirables qu'on pourrait rencontrer le jour de la procédure. Alors pour imager le projet, j'aime bien illustrer ça par cette photo de la patrouille de France qui va répéter sa séance de voltige dans un bureau. Ils vont essayer de reproduire les différentes manœuvres qu'ils vont faire en vol, lorsqu'ils vont pouvoir accélérer, mettre les gaz, faire un tonneau, etc. C'est à peu près la même chose dans ce projet. On va essayer d'anticiper les moments un peu critiques de la procédure d'embolisation. Donc le parallèle est assez imagé à faire. Alors ce projet, il est matérialisé par une étude randomisée en simple aveugle. Seul le patient ne sait pas évidemment dans quel bras il est tombé. L'opérateur ne peut pas être en aveugle puisque c'est lui qui va faire la simulation. C'est une étude modocentrique. La population, c'est un patient porteur d'un anévrisme carotido-sylvien, donc circulation antérieure non rompue. Cette étude est designée en deux groupes. Un groupe contrôle pour lequel les patients vont bénéficier d'un traitement standard d'embolisation d'anévrisme. Et puis un groupe simulation, 20 patients également, dans laquelle on va réaliser cette fameuse simulation sur ce modèle imprimé. Alors tout part d'une imagerie. Ici la 3D injectée rotationnelle réalisée lors de l'artériographie cérébrale diagnostique au bloc opératoire. Donc on voit cette angiographie rotationnelle qui nous permet donc de reconstruire en 3 dimensions
l'anévrisme, et c'est cette imagerie de base qui est fondamentale pour le neuroradiologue et pour nous, pour prendre les mesures qui nous permettront de définir quel type d'implantable on va pouvoir utiliser pour ce patient, soit des coils, flow diverteurs, stent, intrasaculaire, tout l'arsenal qu'on a à notre disposition pour traiter cet anévrisme. Donc c'est cette imagerie de base qui fait foi, qui fait la référence de notre planning de traitement. Alors, pour passer des images à un objet imprimable, on va dire, il y a une partie de segmentation. Alors, soit elle est faite directement sur un logiciel open source qui est ici TKSnap, qui nous permet de segmenter l'imagerie en coupe pour obtenir un objet à 3D imprimé, soit on développe actuellement un partenariat avec la société Intradis qui développe des algorithmes de construction automatique. Mais quand on est sur une segmentation dite manuelle, voilà, on reprend les images du patient et on va segmenter ce qui nous intéresse. Ici, c'est donc l'imagerie de l'iode et on va reproduire, on va créer ce jumeau numérique imprimable qui est un fichier STL et qui sera notre base de départ pour la fabrication de notre modèle en imprimante. Donc une fois ce fichier STL obtenu, on obtient donc une pièce brute qui représente donc l'entièreté de l'arbre vasculaire du patient. Évidemment, nous, ce qu'il nous faut, c'est plutôt une zone d'intérêt. On va donc passer une étape de nettoyage de ce fichier brut pour obtenir donc quelque chose de plus épuré qui sera notre base pour la fabrication de notre modèle. Ici, on va supprimer toutes les branches qui ne nous intéressent pas, ou en l'occurrence qui seront beaucoup trop compliquées à imprimer. Et on va donc garder uniquement l'anévrisme, la carotide et les branches afférentes de cet anévrisme du T carotidien. On passe ensuite sur une phase de modélisation de ce fichier STL. Ici, on a modélisé, on a segmenté l'imagerie de l'iode. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les vaisseaux. On veut réimprimer les vaisseaux. Donc, on va encore nettoyer un peu plus cet anévrisme, garder les branches intéressantes, l'épaissir, l'extruder, lui rajouter une épaisseur de paroi. Et dans des logiciels de conception assistée par ordinateur, ou encore avec notre partenaire Intradis, on va fabriquer, modéliser voilà, ces connecteurs qui nous permettront de faire circuler à l'intérieur, grâce à des valves avec des raccords, des choses comme ça, nous faire circuler à l'intérieur de l'eau pour recréer donc une circulation sanguine. Une fois ce modèle simulé, on va l'inclure dans un doc qui ici va nous permettre de verrouiller le modèle et donc de respecter l'anatomie du patient. C'est ce qui va un peu faire gage, faire foi de notre boîte crânienne. Donc ici, position anatomique vue du dessus. Donc ce doc-là, qui est donc réutilisable, on ne va à chaque fois que modéliser l'anévrisme dans ce doc. Donc voilà les deux parties essentielles à notre simulation. Un doc imprimé, lui aussi avec une imprimante tannée, mais avec une résine très dure, et ce modèle d'anévrisme qui, à chaque fois, va être modélisé dans cette cartouche. L'ensemble devient donc notre modèle de simulation. Donc voici un peu tous les modèles qu'on a déjà réalisés. Donc à carotide ophtalmique avec une artère ophtalmique très fine, un anévrisme de l'artère vertébrale, un tronc basilaire, une communicante antérieure, ou voilà encore ici un anévrisme carotidien. Passe ensuite la phase de pré-planning, de pré-impression, dans un logiciel qui est fourni par la société Formlabs, qui nous permet d'orienter le modèle pour qu'il soit le plus imprimable possible. Voilà, ici il faut compter à peu près 14 heures d'impression pour ce modèle et 35 ml de résine. Voilà, il y a l'orientation qui joue vachement sur le succès de l'impression. Et ensuite, on va pouvoir envoyer à imprimer ce modèle via cette imprimante 3D. Donc la résine utilisée
C'est une résine dite élastique, l'élastique 50 chez Formlab, qui a des propriétés qui nous permettent de se rapprocher au maximum de l'élasticité, d'un pourcentage d'allongement qui se rapproche de ce qu'on peut voir sur un vaisseau humain, sur une carotide ou sur un polygone de Willis. Les propriétés de l'imprimante sont celles-ci. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est très complexe, mais l'imprimante va pouvoir polymériser à chaque couche une couche de résine pour la solidifier. Une fois imprimée, voilà la pièce brute. Donc c'est une pièce, donc notre anévrisme modélisé, fusionné avec ses connecteurs et son support d'impression. Ici, on a encore un modèle brut avec probablement encore dans ces canaux un mélange de résine qu'il va falloir nettoyer pour que le modèle soit entièrement creux et ne soit pas bouché à certains endroits. Donc ça, c'est un peu l'instant critique et méticuleux de la fabrication du modèle. Donc on dispose de CHU de Brest un espace de travail très confortable puisque le modèle est nettoyé avec de l'alcool isopropylique à 99,9%. Donc je vous laisse imaginer de travailler avec des effluves d'alcool dans un bureau par exemple. Donc on a à disposition une hotte, ça c'est indispensable. Tout le banc de nettoyage avec des petits outils dont on a le secret un peu pour nettoyer ces modèles, et puis pistolet à air comprimé voilà, là on est sur quasiment de la joaillerie, quoi. Donc voilà un peu tout le process de nettoyage de ce modèle. Donc on va rincer abondamment avec de l'alcool pour libérer tous ces canaux, passer de l'air comprimé aussi également pour nettoyer le modèle. Là vous voyez un modèle en cours de désobstruction. Donc vous voyez ici l'alcool qui s'écoule très doucement et qui nettoie cette artère ophtalmique. Voilà, on va répéter X fois cette manutention. Ici, le modèle est encore une fois plongé dans un bain d'alcool pour continuer de nettoyer toutes ces impuretés. Et puis, une fois qu'on est vraiment satisfait, sûr que le modèle est nettoyé, il va passer un peu dans un four à micro-ondes. Ici, il est bombardé d'UV et il est chauffé à une température de 60 degrés pendant 20 minutes pour fixer la résine une bonne fois pour toutes et pour que le modèle soit prêt à être affranchi de son support. Donc voilà ce qu'on est capable de faire avec cette imprimante. L'impression d'une artère ophtalmique, inframillimétrique, 0,8 mm. Voilà qu'on arrive à opacifier sur cette 3D là. Donc c'était un peu un des challenges techniques de ce projet, pouvoir imprimer tout ce qu'on avait besoin pour ne pas se permettre de ne pas imprimer cette artère ophtalmique qui est fonctionnelle. Donc au début on n'y arriverait pas, puis on a développé des petites techniques, des petites astuces qui nous permettent aujourd'hui de nettoyer ces toutes petites artères. Vous voyez donc le modèle brut ici avec son support d'impression. Donc on va enlever tout ce support d'impression. Et puis on retrouve donc le jumeau numérique, ici le modèle numérique, et puis la vraie pièce, avec encore un peu d'aspérité du support d'impression, mais qui sera non visible au rayon X. Et ce modèle va être donc, comme je vous l'ai dit, comme ici dans l'image que vous pouvez voir, ce modèle va être intégré dans cette cartouche, dans ce dock, pour pouvoir être ensuite placé au bloc opératoire. Donc voilà l'évolution des modèles depuis le début de cette aventure en 2017. Voilà, au début on imprimait pour les connaisseurs du fil fondu, donc c'est quelque chose de très rigide. Est arrivé en 2018 cette résine élastique qui nous a solutionné bien des problèmes. On a décidé ensuite de fusionner des connecteurs pour pouvoir le mettre dans un endroit, dans une circulation pleine d'eau. Et puis après, on a décidé de le mettre dans un dock avec des connecteurs ronds. Et puis, on est passé très récemment sur des connecteurs carrés. Voilà, tous les 6 mois, on a trouvé des évolutions à ce modèle. Et c'est ce qui est aussi stimulant dans un projet de recherche, c'est de chercher des solutions à des problèmes au fur et à mesure qu'on les rencontre. Une fois ce modèle
imprimer, nettoyer, supprimer le support d'impression, on va pouvoir se mettre au bloc opératoire dans les conditions de traitement, c'est-à-dire avec une circulation, avec une pompe à flux pulsé, qui va nous permettre aussi de remplir le modèle. On va rajouter nos valves qui nous permettent d'insérer les cathéters, les microcathéters. Et une particularité de cette résine, c'est que, comme vous le voyez ici, elle est transparente. Et donc, c'est un peu une plus-value sur cette résine-là qui nous permet donc de voir nos cathéters, nos éléments d'embolisation à l'œil nu et de pouvoir étudier d'autres aspects qu'on ne peut pas faire quand on embolise un patient. Donc, vous voyez ici une simulation faite avec le professeur Gintric en conditions réelles, avec l'utilisation donc d'une découpe d'image identique à celle du traitement, des microcathéters, des accès, une 3D, de l'imagerie. Donc là, on est vraiment aux conditions optimales des rinçages pour les microcathéters, comme pour une procédure d'embolisation. Voilà un peu ce qu'on est capable de faire. Donc cette fameuse imagerie, on reproduit cette imagerie rotationnelle du modèle injecté à l'iode avec un injecteur automatique. Ça c'est la base de la simulation. Là, une capture d'écran du cathétérisme du modèle avec microguide et microcathéter pour recréer cette procédure d'embolisation. Voilà le rendu aussi de cette imagerie 3D avec, voilà, comme vous pouvez le voir, on arrive à bien recréer les aspérités, les dimensions de l'anévrisme, la tortuosité des vaisseaux, tout est fidèlement reproduit. La sérigraphie aussi, qui est une imagerie de base. Vous voyez ici une belle opacification du modèle, quelques bulles d'air, hein, ça on n'est toujours pas à l'abri. Pour les aficionados qui nous écoutent de l'imagerie interventionnelle, le fameux road mapping, hein, qui est l'imagerie de base de la cartographie des vaisseaux pour le cathétérisme. Et puis ici, vous voyez la vue en temps réel du déploiement d'un coil dans un anévrisme. Donc vous voyez le comportement du coil dans l'anévrisme qui peut être aussi analysé. Ça c'est un peu une plus-value par rapport à la réalité. Là encore deux exemples. Un exemple de flow diverteur apposé sur une artère vertébrale au regard d'un anévrisme et un stent ici sur un anévrisme de la carotide. Alors pour comparer ce qui est comparable et pour simuler la procédure sur un modèle de qualité, on va toujours comparer l'imagerie du modèle et l'imagerie du patient pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a pas d'incohérence entre le diamètre du modèle et le diamètre du patient. Donc on a à peu près moins de 5%, 5 à 10%, très peu de marge d'erreur entre le modèle et le patient. Voilà, entre la 3D du patient et le 3D du modèle, très peu d'erreurs. Ils sont quasiment superposables, ce qui nous permet donc de faire la simulation sur un modèle fidèle à la réalité. Ici, on peut voir donc la superposition quasiment bord à bord du modèle et de l'anévrisme du patient. Là encore, lorsque l'on superpose le patient et le modèle, on voit une superposition bord à bord de la tortuosité des vaisseaux, ce qui nous permet de valider en contrôle qualité la qualité de l'impression, de la segmentation. Ça valide un peu toute la chaîne qu'on a réalisée juste avant pour qu'on simule bien la procédure d'un clone numérique. Alors les retombées attendues pour ce projet, on espère pouvoir optimiser le nombre d'outils utilisés lors de la procédure patient, puisque si on peut anticiper, je sais pas, la courbure du microguide
la difficulté de cathétérisme, on va pouvoir choisir les bons outils lors de la simulation pour les appliquer lors du traitement. On va aussi sélectionner les outils appropriés pour élaborer un plan de traitement personnalisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bien choisir la bonne taille de stent, le bon diamètre, la bonne forme du microcathéter, le bon accès, c'est-à-dire un intermédiaire ou non, etc., etc. Ça va nous permettre donc de limiter l'utilisation de dispositifs non appropriés. Donc, si le jour du traitement, on sort 2 flots diverteurs parce que le premier ne convient pas, si on est capable d'anticiper cette utilisation non appropriée de dispositifs qui sont très coûteux, on est sur des dispositifs qui valent entre 5 et 10 000 euros. Si on est capable d'anticiper le choix du bon dispositif, on va gagner aussi en coût lors de la procédure patient. On va aussi évidemment augmenter la technicité des opérateurs, puisque s'ils s'entraînent, si les neuroradiologues s'entraînent sur un modèle la veille ou une semaine avant l'intervention, ils auront déjà une amélioration de la technicité lors du geste. On va pouvoir débriefer de cette procédure de simulation, puisque nous enregistrons en salle toutes les procédures, on va pouvoir décrypter les gestes parasites de l'opérateur, le comportement du matériel qu'on va pouvoir décoder, et puis ça va permettre de fournir du matériel pédagogique pour la formation des internes, des manipulateurs qui vont pouvoir eux aussi s'exercer au cathétérisme, apprivoiser un peu ce monde du cathétérisme et du microcathétérisme, ce qui est impossible à faire sur un patient évidemment. Donc là on est sur de la simulation, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Pour simuler ces procédures, on a besoin d'une banque de matériel d'essai. On ne peut pas utiliser du matériel destiné aux patients. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a développé un vrai partenariat avec les différents industriels avec lesquels on travaille, qui se sont engagés à nous fournir du matériel d'essai. Donc, c'est du matériel déstérilisé, ce qu'on appelle du non-human use, qui est donc sorti des usines. Et les industriels jouent le jeu en nous fournissant ce matériel-là qui nous permet de faire la simulation. C'est aussi donnant-donnant, parce qu'eux vont apprendre beaucoup de ces procédures de simulation. Donc ça, on va pouvoir choisir les dispositifs, des outils de cathétérisme et les matériels d'embolisation. Les bénéfices attendus pour ce projet, c'est évidemment la diminution de temps de procédure et de temps d'anesthésie. Si on a établi un planning préopératoire, on devrait aller plus vite le jour de l'intervention. On va donc diminuer la dose de rayon X, diminuer le temps d'anesthésie, diminuer la dose des drogues d'anesthésie, diminuer la dose de produits de contraste, etc., etc. Et peut-être même diminuer la survenue d'événements indésirables, perforation péropératoire, complications ischémiques ou autres. Voilà, on ne travaille jamais seul. Et je remercie donc toute l'équipe de l'ANRI de Brest avec laquelle je travaille tous les jours. Le versant académique, c'est-à-dire l'UBO, la fac de Brest, qui m'a permis d'imprimer quand j'avais pas mon imprimante, de développer tout ce processus de simulation grâce aux ingénieurs du Fab Lab. Les industriels, on fait rien non plus sans les industriels, donc Formlabs, qui sont les fabricants de l'imprimante, avec lesquels j'ai pu échanger sur des optimisations, le choix de l'imprimante, le choix de paramètres techniques que je maîtrisais pas du tout parce que l'impression 3D c'était très abstrait pour moi. Silaos, le revendeur de l'imprimante qui accompagne aussi les CHU pour créer des fermes d'impression 3D, c'est un peu l'avenir en ce moment. Ce qui se dessine dans les années à venir, c'est ça, c'est les fermes d'impression 3D collaboratifs un peu pour tous les services qui ont besoin de faire de la simulation préopératoire. Et puis le CHRU de Brest évidemment, avec notre DRCI qui est très porté sur l'innovation paramédicale. Ça c'est chouette. Pour aller un peu plus loin, des étudiants en communication de la fac de Brest ont fait un petit montage sur le projet qui est assez imagé. Je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis bon webinaire.
Bonjour à tous, je suis Stéphane Dumontier, le directeur marketing de Stéphanix. Nous sommes à vos côtés et à l'écoute de vos besoins depuis plus de 35 ans. Stéphanix est fier de défendre l'excellence de la radiologie française. Nous concevons et produisons à Saint-Étienne nos salles de radiologie. Véritable vecteur de la qualité à l'international, nos produits sont quotidiennement utilisés dans plus de 100 pays. Au travers de notre gamme très large de solutions en radiologie, nous souhaitons mettre à votre disposition une amélioration de la qualité des soins, une meilleure prise en charge du patient et une facilité accrue d'utilisation des produits au quotidien. Stéphanix, c'est avant tout des hommes et des femmes engagés quotidiennement à vos côtés pour vous aider, assurant proximité et réactivité. Stéphanix répond à vos besoins en termes d'équipement d'imagerie médicale, du mobile à la salle d'os en passant par l'arceau de bloc. Stéphanix conçoit et développe les tables télécommandées en France avec des sous-traitants en majorité français, ce qui nous a valu l'obtention du certificat Origine France Garantie. La nouvelle génération de tables télécommandées, D2RS et D2RS 9090, a été développée en collaboration avec des manipulateurs, comme vous, de nos sites de référence qui utilisent tous les jours les tables télécommandées Stéphanix. À chaque installation, notre équipe d'ingénieurs d'application est présente à vos côtés pour vous former sur votre équipement et pour l'adapter à vos habitudes de travail. Ce moment privilégié est aussi l'opportunité d'échanger avec vous sur les nouveautés et améliorations pour vos futurs produits. Aujourd'hui, les fruits de cette collaboration et de cette réflexion commune entre vous et nous se retrouvent dans cette nouvelle génération de tables. En imagerie de la femme, dentaire et radiologie, bénéficiez de l'expertise et des innovations de nos partenaires qui sont les leaders de leur segment. Hologic est sans conteste la société la plus innovante pour une détection plus précoce du cancer du sein et offre des solutions allant de l'imagerie 2D et tomosynthèse en passant par la biopsie et le repérage. Avec PlanMeca, proposez l'excellence en imagerie dentaire 2D et 3D. Découvrons maintenant les points forts de la solution de la table D2RS. L'autopositionnement personnalisable et défini pour chaque protocole permet une optimisation maximale de la table. L'inclinaison de colonne vous permet une meilleure couverture patient et simplifie les clichés spécifiques d'extrémité ou de DFP, même en bout de table. Le mouvement longitudinal du plateau avec sa sortie de 120 cm offre un large accès arrière pour le transfert du patient, plus aisé et plus sécurisé. Repensant la console de commande, nous avons conservé une distance de largeur d'épaule entre les palonniers pour privilégier le confort de position de travail afin de limiter au mieux les risques liés aux troubles musculo-squelettiques. À votre écoute, nous avons ajouté d'autres fonctionnalités. Au niveau de la console de commande, nous avons opté pour la nouvelle technologie tactile sensitive, offrant une surface du pupitre complètement plane et sans relief, afin qu'il soit aussi simple de l'utiliser que de le nettoyer. Nous y avons aussi ajouté la possibilité d'ajuster l'inclinaison de l'écran à toutes les tailles d'utilisateurs. Grâce à vous et à vos idées, nous avons allié esthétisme, asepsie, ergonomie et sécurité pour vous et vos patients. La table D2RS 9090 devient la référence en termes d'accessibilité, avec une hauteur basse entre le sol et le panneau de 38 cm et une hauteur haute qui culmine à 1,48 m. Vous aurez donc la table qui descend le plus bas et monte le plus haut du marché. La recette du succès, c'est une nouvelle génération de tables télécommandées Stéphanix créée avec vous, pour vous et vos patients. Vous retrouverez cette volonté et cette envie d'innovation, d'ergonomie et de nouvelles technologies dans toute la gamme Stéphanix, avec les produits Hologic et PlanMeca, avec les salles os-poumon, les mobiles de radio, les arceaux et les capteurs Canon ou Thales. Vous contribuez chaque jour à nous rendre meilleurs. À bientôt pour concrétiser ensemble vos projets en imagerie médicale via notre référencement en centrale d'achat ou directement avec vous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle et je vais tenter de vous faire comprendre les éléments essentiels du vocabulaire de cette nouvelle méthode qui permet de réaliser des choses assez sympathiques dans le milieu de l'imagerie médicale et dans la médecine en général. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Ludovic Bordas, je suis manipulateur responsable IRM et j'administre également le PACS et le RIS de la société Radiologie Paris-Ouest. Je travaille essentiellement au Medipôle de Nanterre Université et je suis aussi chargé de projet digital. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer au diplôme universitaire d'intelligence artificielle appliquée en médecine, ce qui a été très intéressant.
Pourquoi aujourd'hui nous pouvons faire de l'intelligence artificielle? Pourquoi autant de bruit autour de cette technique? Parce qu'aujourd'hui nous sommes capables de stocker énormément de data, ce qu'on appelle le big data. Le big data représente toutes les informations numériques que nous pouvons stocker. En général, elles ne sont pas stockées sur nos ordinateurs, mais stockées directement sur des serveurs. On va voir ça un petit peu plus tard. Dans la vie quotidienne, le big data, ça peut être des coordonnées GPS, ça peut être également le nombre de calories consommées grâce à une montre connectée, les heures de sommeil. Si vous avez pris un taxi, un vélo, carte grise, tout ce que vous utilisez de manière numérique peut constituer du big data. Toute cette big data, toute cette data est stockée dans le cloud. Le cloud, c'est tout simplement la manière d'accéder à des informations de manière déportée. Les informations ne sont pas stockées sur vos appareils, sont stockées sur des serveurs à distance. Vous avez besoin d'Internet pour y accéder. Le cloud computing, c'est une technologie qui utilise la technologie de la déportation également. C'est la possibilité d'utiliser la puissance d'un ordinateur que vous ne possédez pas. Vous allez louer de la puissance informatique. En l'occurrence, dans le milieu des jeux vidéo, la société Shadow permet de faire du cloud computing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des ordinateurs très haut de gamme à partir de votre ordinateur portable qui est d'entrée de gamme ou à partir d'un smartphone. Ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre le machine learning et le deep learning. Le machine learning, un opérateur va entrer les caractéristiques de l'objet recherché de manière à ce que l'informatique cherche ces caractéristiques et trouve la solution. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est une voiture. Il y a un humain qui a extrait les caractéristiques, à savoir il y a des roues, il y a un pare-choc, il y a des vitres, et a rentré tout ça dans un code informatique. L'ordinateur va alors ensuite faire de la classification et dire si l'image est une voiture ou pas une voiture. Avec le deep learning, c'est différent. On fournit des informations à l'ordinateur, on va lui fournir énormément d'images de voitures, il va extraire automatiquement les caractéristiques qui lui sont propres. Peut-être que pour lui, les roues ne sont pas importantes, mais la carrosserie est importante. C'est totalement indépendant de la pensée humaine. Ce qui fait qu'il extrait ses propres caractéristiques et il va pouvoir prédire si c'est une voiture ou si ce n'est pas une voiture. Dans le milieu de l'imagerie médicale, on utilise essentiellement du deep learning et on va essentiellement utiliser de l'apprentissage supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé consiste à étiqueter les fraises ou les bananes. On donne l'information à l'ordinateur, les images de bananes, les images de fraises, avec les étiquettes correspondantes, et il va apprendre. L'apprentissage non supervisé n'est pas utilisé en médecine, ou très peu, consiste à donner des images non labellisées, de manière à ce que le deep learning soit capable de les séparer. On utilise pour ça la régression linéaire. Donc la régression linéaire, tout simplement, on va déposer les images de bananes et de fraises sur un diagramme et on va essayer de trouver la courbe qui va être la meilleure pour séparer les deux échantillons, ce qu'on appelle la régression linéaire. Bien évidemment, cette régression linéaire est de plus en plus complexe selon que la question posée est complexe, et par conséquent on va utiliser des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones artificiels fonctionnent toujours de la même façon. Vous avez en vert les points d'entrée, en bleu la couche cachée et en jaune la couche de sortie. Bien évidemment, les réseaux de neurones peuvent être très complexes. Ici on a donc une couche d'entrée avec 4 entrées, 2 couches cachées avec de multiples nœuds et 3 couches de sortie. Sur cet exemple, on voit le chiffre 9 écrit de manière manuscrite qui correspond à 28 pixels par 28 pixels dans la matrice. Nous avons donc 784 points d'entrée et 9 possibilités de points de sortie. En fonction des activations des neurones, on va avoir une réponse qui va donner une probabilité que ce soit le chiffre 9. Attention, les réponses données par l'intelligence artificielle sont toujours des probabilités. Donc dans cet exemple, on peut par exemple avoir 80% de chance que ce soit le chiffre 9, mais on peut également avoir 20% de chance que c'est le chiffre 7. Donc ça reste des probabilités, ce ne sont pas des réponses absolues. Sur cette image, on voit deux visages qui ont été générés par de l'intelligence artificielle, par un réseau bien particulier qui s'appelle les réseaux antagonistes génératifs.
comment ça fonctionne? On a deux réseaux de neurones qui vont s'affronter, un générateur et un discriminateur. Le générateur utilise la même base de données que le discriminateur, dans lequel on va insérer du bruit. Donc on va insérer de l'aléatoire, ça va créer une image fausse, qu'on voit ici, c'est un 8, et le discriminateur doit dire si l'image est réelle ou si elle est fausse. Grâce à ces systèmes, on est capable de créer des nouvelles images ou des nouvelles œuvres, comme de la musique classique, comme des peintures, grâce à ce système qui imite terriblement bien la réalité, parce que le discriminateur est bien évidemment très bien entraîné et le générateur est très bien entraîné. Donc les deux s'affrontent de manière à générer des résultats qui sont très bluffants. On en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. Dans le monde de la radiologie, le big data, ça peut être nos images d'ICOM qui sont stockées sur nos PACS, des statistiques d'incidence de prévalence. Le cloud computing peut être utilisé pour faire du post-traitement avancé, des reconstructions MPR déportées. C'est déjà le cas aujourd'hui sur nos PACS qui sont capables de faire du MPR pour l'ordinateur du patient ou du correspondant. La data va pouvoir constituer aussi les ordonnances, les comptes rendus, les publications récupérées sur Internet. À quoi s'attendre avec le deep learning? On peut s'attendre à des interprétations assistées, de la quantification automatique, des segmentations automatiques qui aujourd'hui sont très pénibles à réaliser, et une amélioration de la qualité d'image. La force de la radiologie, c'est le standard d'ICOM. Le standard d'ICOM va permettre à l'intelligence artificielle de lire directement les valeurs numériques et donc de ne plus travailler sur des images comme les humains, mais sur les données intrinsèques des images d'ICOM. J'aimerais vous parler de deux notions un petit peu techniques. La première, c'est la convolution. La convolution, c'est la capacité qu'a l'informatique à découper une image, analyser une petite partie et trouver des motifs récurrents sur les échantillons d'entraînement. Donc, beaucoup d'images de voitures, s'il trouve un enjoliveur, il va être capable de trouver que c'est un motif récurrent. Ensuite, il peut appliquer des filtres de manière à faire ressortir les contrastes. Dans le monde de la radiologie, ce sont souvent des filtres de bord, donc les bordures horizontales, les bordures verticales, les bordures diagonales. Grâce à ces échantillons, quand on retrouve des patterns, des motifs récurrents, on va être capable d'isoler les caractéristiques intrinsèques d'une pathologie pour la rechercher ensuite sur des futurs échantillons. Deuxième notion un petit peu technique, aujourd'hui l'informatique est ce qu'elle est, elle est quand même puissante, mais on est limité par la technologie de notre époque, et une manière de s'affranchir de cette limitation technologique, c'est d'utiliser le pooling. Le pooling va permettre de réduire les résolutions de l'image, des images, tout en gardant les caractéristiques intrinsèques. Donc en l'occurrence ici vous avez un exemple de max pooling. On va prendre le pixel avec la plus grande intensité et diviser la résolution par 4 de cette image. Comment ça fonctionne en pratique le deep learning dans un service de radiologie? Le manipulateur réalise l'acquisition des images. Un nœud d'ICOM est inséré sur la modalité. Les images sont à la fois poussées sur le PACS, la console de post-traitement, mais également sur le serveur d'intelligence artificielle. Les images sont envoyées au serveur d'intelligence artificielle qui va réaliser l'analyse grâce à son algorithme. Un rapport est renvoyé au radiologue, soit sur sa console de post-traitement, soit sur un outil à part. Mais en quelques secondes, on a la possibilité d'avoir des informations et des prédictions de la part de l'algorithme. En cas pratique, je vous présente le diagramme de Terapixel et vous voyez qu'en réalité, on retrouve tout ce que je vous ai déjà parlé. Donc vous avez d'abord le patch. Donc le patch, c'est le fait de récupérer une petite partie de l'image. Ensuite, on va commencer par réaliser une première convolution, puis une seconde convolution. On réalise un pooling et ensuite l'image résultante va être à nouveau convolution, convolution, pooling, etc. Tout ça en cascade. On arrive avec une première réponse. Donc ici, on a une classification avec 5 sorties, pardon. Donc première sortie, l'image est saine. Deuxième sortie, une calcification. Deuxième sortie, une masse bénigne.
Quatrième sortie, une calcification maligne. Cinquième sortie, une masse maligne. On repasse cette information encore dans un nouveau réseau de neurones avec, à la fin, 2 possibilités de sortie, quelque chose qui est sain ou quelque chose qui est un cancer. Le souci de l'intelligence artificielle et du deep learning, c'est essentiellement les boîtes noires. Les boîtes noires, c'est la manière dont l'intelligence artificielle va déterminer ses caractéristiques pour classifier ce qu'on lui demande. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de connaître les arguments qui ont poussé l'intelligence artificielle à donner cette réponse. Donc il faudrait que les industriels arrivent à mettre en place des solutions qui permettent d'avoir des outils qui puissent permettre d'expliquer concrètement pourquoi l'intelligence artificielle a donné cette réponse. Deuxième problème aussi avec l'intelligence artificielle, c'est le prix. Vous avez ici un appareil de chez Nvidia qui coûte 400 000 €, en sachant qu'il en faut plusieurs pour réaliser ces calculs d'entraînement. Donc voilà, on a un prix qui est très limitant. On a aussi un troisième souci, c'est que la pathologie qu'on va chercher sur une image est plus petite que l'image en elle-même. Si je vous montre l'image de gauche, vous voyez une voiture. Si je vous demande de reconnaître si c'est une voiture, c'est simple. Par contre, si je vous montre l'image de droite, je vous dis voilà, recherchez la fracture. C'est pas aussi facile, surtout pour des débutants. Et elle se trouvait juste ici, mais vous voyez que c'est une composante quand même minime de la radio par rapport à la question posée. Où on en est de l'intelligence artificielle en imagerie médicale en 2021. On commence à avoir des outils intéressants. Donc là, je vous présente l'outil MammoScreen avec lequel on travaille depuis 2 ans maintenant. Vous avez ici la mammoliste. Toutes les patientes ont été mammographiées et l'algorithme nous donne des scores à droite qui vont de 1 jusqu'à 9. Donc ça nous permet d'avoir une classification de toutes nos patientes et de voir quel est le risque. Quand on clique sur une patiente, on va se retrouver avec ce diagramme, cette présentation qui va nous présenter les zones qui sont suspectes et une classification des différentes zones. C'est un outil qui fonctionne vraiment très bien, qui est très rapide. En quelques secondes, on arrive à avoir toutes les informations et le manipulateur a à peine le temps d'imprimer ces images que l'algorithme a déjà travaillé sur les images. Il y a aussi l'outil d'AZMed avec lequel on fonctionne, qui fait de la recherche de fractures. Donc vous voyez, c'est aussi simple. Nous, on a pris le parti de réaliser l'analyse et de la pousser directement sur le PACS, puisqu'on fonctionne on travaille sur le PACS pour les interprétations. Donc on fait la radio, le manip envoie ces images directement sur le PACS. L'analyse est faite en temps réel par le serveur d'AZMed et automatiquement les images sont rajoutées directement sur le PACS. Donc on lit les images à la fois natives et les images à la fois traitées par l'intelligence artificielle conjointement. Il existe des recherches et même des solutions aujourd'hui sur la radiographie pulmonaire. Donc là, c'était une étude faite en août 2017 sur la recherche de tuberculose, mais beaucoup de sujets ont évolué concernant l'épidémie de Covid. On a les mêmes outils. On a l'outil Cure qui en 2019 faisait des recherches de 4 pathologies, la cardiomégalie, des comblements des apex, des recherches de nodules et des opacités. Cure s'est également diversifié avec de la recherche de pathologies cérébrales, de la quantification de cartilage, de la volumétrie sur les tumeurs cérébrales, de la recherche de graisse abdominale et également des maladies pulmonaires sur le scan. Ici on a un exemple d'intelligence artificielle sur de l'imagerie cardiaque, sur de l'imagerie d'IRM cardiaque, traitée en 4D Flow dans le cloud.
C'est la société Arteris qui propose cet outil depuis plusieurs années et qui fonctionne vraiment très bien, qui a permis d'améliorer vraiment la prise en charge des patients. Auparavant, les apnées étaient très très longues et très nombreuses. Aujourd'hui, on fait des acquisitions en respiration libre en une vingtaine de minutes et c'est beaucoup plus confortable pour les patients. Ils ont développé d'autres modules comme sur le scan pulmonaire ou encore sur l'IRM abdominal pour les recherches. On a aussi Facebook et l'Université de New York qui cherchent à accélérer l'IRM de manière drastique. Donc, vous voyez à gauche un espace K très sous-échantillonné. L'objectif, c'est d'atteindre une qualité équivalente à ce qu'on fait aujourd'hui, mais dans un temps extrêmement réduit. On a également Canon qui a sorti son DLR qui permet d'extraire le bruit des images. Donc les acquisitions IRM sont réalisées avec des paramètres où on va accélérer les séquences, elles sortiront bruitées, mais le DLR va pouvoir reconnaître le bruit et l'extraire des images. Ils font également la même chose au scanner, ça fonctionne vraiment très bien. Ça c'est un réseau antagoniste que je voulais vous montrer. L'objectif de ce réseau antagoniste, c'est de rajouter des tumeurs sur des images non pathologiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'anonymiser complètement des données. Donc l'objectif demain, ça sera peut-être de créer des faux patients à partir de data existantes et de rajouter des tumeurs, par exemple, sur des images non pathologiques. Donc par exemple, là où on a sur la première ligne, on a l'original, c'est-à-dire le patient avec la tumeur. Sur la deuxième ligne, on a la tumeur qui a été inversée de côté, donc on l'a juste tout simplement déplacée de côté. Sur la troisième ligne, on a augmenté la taille de 16%. Sur la quatrième ligne, on a diminué la taille de 16%. Et tout en bas, vous voyez que la tumeur a été rajoutée sur une IRM cérébrale normale d'un autre patient. Si vous deviez récupérer quelques messages à ramener chez vous en 2021, l'intelligence artificielle en général c'est un programme qui traite des volumes gigantesques de données et qui apprend tout seul à les utiliser pour des objectifs bien définis à l'avance. La question est simple, la réponse est simple. L'intelligence artificielle, ça constitue une prédiction d'une réponse mathématique à une question. On classe après un apprentissage qui a été réalisé sur une quantité gigantesque de données. Il existe différents types de réseaux, on en a vu quelques-uns, les réseaux de neurones convolutionnels qui permettent d'analyser sur les images, des réseaux de neurones antagonistes qui permettent de créer de la nouvelle data, et ils ont des performances différentes en fonction de l'objectif recherché. L'intelligence artificielle, c'est très gourmand en puissance de calcul. Les convolutions et le pooling permettent d'améliorer les choses et de soulager l'informatique qui peine encore en 2021. Et en médecine, la donnée est sensible, ce qui explique le délai entre le domaine de la recherche et les applications cliniques. En conclusion, je dirais que par le passé, on était vraiment confronté à l'intelligence artificielle. On se disait qu'est-ce que c'est que cette technologie ? Mon Dieu, ça va nous voler nos emplois. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une aide sympathique. On touche du doigt les applications pratiques. On commence à créer des belles collaborations entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et demain, je suis persuadé que ce sera un outil qui prendra part de notre quotidien. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire et de vous présenter ce sujet, l'intelligence artificielle au service de l'échographie. Je suis Fanny Joujou, manipulatrice en radiologie dans le service du professeur Eric de Kervillers à l'hôpital Saint-Louis depuis juillet 2003. J'ai obtenu le diplôme interuniversitaire d'échographie d'acquisition en octobre 2013. Nous sommes deux manipulateurs en échographie à Saint-Louis. Le deuxième, Kamel Kezan, qui a obtenu son diplôme en octobre 2014. Nous sommes tous les deux engagés dans un protocole de coopération avec le professeur Cédric de Bazelère. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons exercé en échographie à raison de 80% de notre activité pendant une année, et ce à la demande du docteur Pierre Bourrier, le médecin référent dans ce domaine à Saint-Louis. Et maintenant, nous y sommes placés à 50% minimum.
C'est dans notre service de radiologie, à Saint-Louis, que nous avons rencontré le docteur Anne-Laure Rousseau alors qu'elle préparait son diplôme d'échographie. Le docteur Anne-Laure Rousseau est présidente de l'association ENENS. Le but de mon exposé aujourd'hui est tout d'abord de vous présenter cette association. Ensuite, je vous parlerai de ses objectifs et des différents travaux auxquels nous avons pu participer. Et enfin, je vous expliquerai le rôle des manipulateurs en échographie au sein de cette association. ENENS est une association à but non lucratif de droit français, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée à la préfecture de police depuis le 28 septembre 2017. Elle est située rue Saint-Georges à Paris. La présidente est le docteur Anne-Laure Rousseau, médecin dopplériste à l'hôpital Robert Debré. Les vice-présidents sont le docteur Mariam Abba, médecin urgentiste, et Thibaut Duguet, ingénieur chez Diplomatique, start-up issue de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Voici une petite photo de notre équipe qui remonte à fin décembre 2018. ENENS a la particularité de réunir une équipe pluridisciplinaire, composée d'ingénieurs, de développeurs, de radiologues, de manipulateurs en échographie expérimentés, de médecins vasculaires, de médecins généralistes, de médecins oncologues, médecins spécialistes en santé publique et de spécialistes du droit des données. Quels sont les objectifs de ENENS? ENENS en anglais signifie améliorer. Le but poursuivi par cette association est la santé pour tous. En effet, les fondateurs se sont intéressés à l'application de l'IA à l'échographie dans le but d'améliorer les soins pour tous. L'objectif étant de développer et d'évaluer des algorithmes d'IA détectant tous les organes visibles en échographie abdominale et leurs principales lésions. L'idée n'étant pas que l'IA remplace le médecin, mais qu'elle l'oriente dans son diagnostic. Je vais vous parler maintenant de quelques travaux de ENENS auxquels les manipulateurs en échographie ont participé. Je n'en ai ciblé que quelques-uns, car je manquerais de temps si je devais vous présenter toutes ces interventions. Tout d'abord, le projet pilote. Notre équipe a classé plus de 2700 images provenant de différents services partenaires. Nos algorithmes d'IA ont été entraînés et testés grâce à la plateforme d'intelligence artificielle de la start-up Diplomatique avec Thibaut Duguet. Nos résultats ont été prometteurs. En effet, nous avons réussi à créer des algorithmes capables de détecter un rein dans une image échographique avec une précision de 92%. Cela nous a encouragés à poursuivre nos travaux et à présenter un projet de recherche développant des algorithmes d'IA permettant d'identifier une lésion suspecte sur des images échographiques de rein. Pour cela, 4428 images ont été labellisées. Nous avons obtenu une précision de près de 80% de nos algorithmes pour détecter des lésions suspectes du rein. Je vous ai mis ici un exemple de labellisation d'une coupe d'échographie rénale. Je suis ici sur la plateforme Diplomatique sur mon compte. Nous voyons à droite une coupe longitudinale du rein avec cavité pilocalicielle dilatée. À gauche, des items sont proposés, rein normal ou rein anormal. J'ai donc ciblé ce rein à l'aide d'une box en choisissant l'item rein anormal. Il m'est aussi proposé de cibler et de nommer cette anomalie. J'ai donc choisi l'item dilatation des cavités pilocalicielles. Fin 2018, au JFR, nous avons participé au concours en IA et imagerie. Notre équipe a concouru dans la section des lésions hépatiques. Nous avons entraîné des algorithmes d'IA à la détection et à la caractérisation de lésions hépatiques. Nous avons obtenu un score de 0.8 sur le jeu de test du challenge, ce qui nous a permis d'obtenir la deuxième position, juste derrière la société Hawkin, poids lourd du domaine. Tous ces résultats nous ont encouragés à poursuivre nos travaux. En janvier 2017, la PHP a été autorisée par la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés, à créer l'EDS, l'entrepôt des données de santé,
permettant l'utilisation des données cliniques à des fins de recherche d'environ 1,3 million de patients provenant de 39 hôpitaux. Cela permet la construction d'une base de données avec l'objectif de créer des algorithmes d'IA détectant tous les organes visibles en échographie abdominale ainsi que leurs principales pathologies. Pour cette étude de grande ampleur, Enance est associé à l'unité de recherche clinique de Saint-Louis et à la start-up Diplomatique. Je vous ai listé ici d'autres partenaires de Enance pour cette étude de grande ampleur. Nos recherches sont validées par le comité scientifique et éthique de l'entrepôt de données de santé de la PHP. Et un contrat a été mis en place entre Enance, l'INRIA et la PHP. Vous pourriez vous demander dans quelle mesure le manipulateur en échographie intervient dans ces travaux de recherche. Eh bien, nous sommes 5 manipulateurs en échographie expérimentés provenant de 4 hôpitaux différents. Je vous ai parlé en introduction de mon collègue Kamel. Annie et Gervais ont été les premiers à être recrutés dans ce projet. Et enfin Charles. Nous sommes tous engagés dans un protocole de coopération en échographie, afin d'entraîner des algorithmes d'IA à la reconnaissance d'organes, à la détection de lésions et à la possible caractérisation de celles-ci. Il faut labelliser, c'est-à-dire annoter des milliers d'images. Et c'est là que nous intervenons. En ce qui concerne la caractérisation des lésions, je tiens à insister sur le fait que les manipulateurs en échographie ne font pas de diagnostic. Nous travaillons en collaboration avec des médecins experts. Et à ce jour, nous avons participé à la notation de près de 7000 images. J'ai voulu vous montrer des exemples d'annotation pour vous montrer concrètement notre travail. Ici, il s'agit d'une coupe sur le foie, où ont été ciblés à l'aide de différentes boxes, le foie, la vésicule biliaire et le tronc-porte, dans le cadre du projet portant sur la reconnaissance des organes. Ici aussi, une coupe sur le foie, on détecte une image arrondie, hyperéchogène par rapport au foie, avec un renforcement postérieur. Ce qui me permet de cibler ce foie à l'aide d'une box et de le classer en foie anormal dans le cadre du projet reconnaissance d'organes normal versus organes anormal. Encore une coupe sur le foie, j'ai détecté une lésion arrondie hypoéchogène par rapport au foie, ce qui m'a permis dans un premier temps de classer cette lésion en lésion suspecte. Ensuite, c'est le compte-rendu du médecin expert associé à cette image qui m'a permis de caractériser cette lésion en métastase. Les manipulateurs en échographie participent aussi à la communication de ces travaux. Par exemple, dans cette émission de France 24 d'octobre 2019, dont vous pouvez voir le lien ici, on y voit une manipulatrice en échographie en train de réaliser une échographie abdominale et qui explique à la journaliste son rôle dans Enance. Des manipulateurs en échographie ont aussi participé à l'écriture de l'article qui a été publié dans le magazine de la FPPE et de l'EcoX en juin 2020. Les manipulateurs en échographie sont très heureux de pouvoir participer à cette grande aventure. C'est aussi une reconnaissance de tout leur travail d'investissement en échographie. Et nous encourageons tous les manipulateurs en échographie qui débutent à ne pas rester sur leurs acquis après l'obtention de leur diplôme, mais de continuer d'approfondir leurs connaissances. Par exemple, en étudiant les cours des médecins qui sont disponibles sur le site du DIU. Ils ne regretteront pas cet investissement. Je tiens à remercier plusieurs personnes. Tout d'abord le docteur Pierre Bourrier, médecin référent en échographie, qui s'est beaucoup investi pour notre formation. Toute l'équipe d'encadrement, Christelle Gouin, Christophe Blin, Martine Grenier-Vassel, Karima Benkenan, Séverine Moina, notre chef de service, le professeur Éric de Kervillers, son adjoint, le professeur Cédric de Basler, mais aussi tuteur dans notre protocole de coopération. Tous mes collègues, mais n'oublions pas le docteur Anne-Laure Rousseau, présidente de Enance, ainsi que son vice-président Thibaut Duguet.
Je tiens aussi à remercier l'AFPPE pour m'avoir invité à présenter ce sujet et je tiens aussi à vous remercier pour votre attention. Bonjour, nous sommes Sonia Halimi et Xavier Gallus, nous sommes manipulateurs et nous remercions la FPPE de nous avoir invités à vous parler dans ces jeudis de la FPPE et celui-ci autour des manipulateurs et des évolutions professionnelles, de notre expérience en mammographie et notamment autour des contrôles de qualité. Nous nous baserons sur les notions d'expert ou de référent en tant qu'évolution professionnelle. Alors pourquoi en mammographie ? Depuis les années 60, les technologies ne cessent d'évoluer en mammographie, mais en 2021, ça bouge encore. En effet, la Haute Autorité de Santé fait des travaux actuellement sur l'intérêt dans le diagnostic du cancer du sein de l'angiomammographie et de la tomosynthèse. L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, la Société française des physiciens médicaux travaillent quant à eux sur l'évolution des contrôles de qualité externes et internes en mammographie numérique et sur l'évolution des niveaux de référence diagnostique en mammographie. À noter que tous ces travaux impliquent des manipulateurs. Du côté soignant des manipulateurs, nous faisons toujours évoluer nos pratiques. L'Institut national du cancer nous incite à la bienveillance en mammographie, notamment pour que les patientes participent plus aux campagnes de dépistage. Et en l'état, l'autocompression est un bon exemple des évolutions récentes. Pour les patientes qui redoutent l'examen, c'est un vrai plus. Alors, manipulateur référent ou expert, c'est important qu'à l'intérieur des établissements, on soit d'accord sur les mots et sur la définition qu'on met derrière ces mots. En effet, c'est une définition qui est soumise à interprétation. Depuis le référent qui a une expertise locale sur un dispositif médical ou bien sur un examen, jusqu'au manipulateur expert avec une reconnaissance
au-delà des frontières de son institution, voire même une spécialité qu'il a acquis par l'expérience, par un diplôme universitaire, par un master et que sais-je encore, on voit bien qu'on a là tout un panel d'évolution professionnelle possible. Et donc, il est essentiel que chacun soit bien au fait sur ce qu'il définit par là. Parce qu'en effet, si ça crée une émulation importante, cette notion de référent ou d'expert à l'intérieur d'un service, ça induit aussi des responsabilités et des responsabilités qu'il va falloir reconnaître. Charge aux établissements et aux encadrements de trouver les moyens de le reconnaître de la meilleure façon possible, si ça n'est pas prévu dans les textes. Mais c'est essentiel. Et en tout cas, c'est un outil pour l'encadrement, pour justement créer cette émulation à l'intérieur d'un service et pour valoriser les personnes qui s'impliquent pour leur service, pour leur établissement. L'évolution professionnelle, elle est importante et chaque manip a en lui des thèmes qu'il privilégie. Il devrait, s'il le souhaite, avoir la possibilité de les approfondir pour évoluer, que ce soit à son poste de travail ou dans son métier. Les équipes médicales et paramédicales doivent pouvoir s'appuyer sur lui faire confiance et il doit être valorisé par ses collègues en tant que manipulateur impliqué particulièrement. Dans l'expérience que Sonia va vous présenter, les manipulateurs experts ou référents sont en fait des personnes ressources qui s'inscrivent dans la durée. En effet, comme vous allez le voir, Sonia va vous parler d'une double expérience en mammographie qui implique des manipulateurs référents ou experts en contrôle de qualité, avec une action particulière en 2017 sur un événement rare qu'il fallait détecter et qu'il fallait traiter, et en 2021 sur la mise en place des nouveaux contrôles de qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais donc passer la parole à Sonia en vous remerciant pour votre attention. Alors, à présent, nous allons vous faire partager notre expérience de service. Notre service est composé d'un certain nombre d'experts. D'abord, notre professeur radiologue PUPH, expert en scénologie. Ensuite, notre cadre experte en scénologie de l'époque, Véronique Basile, que j'embrasse bien fort au passage. Un physicien médical et des manipulateurs référents sur l'unité de scénologie. Alors, en novembre 2015, notre service fait l'acquisition d'un nouveau mammographe doté de la tomosynthèse et de la procédure de macrobiopsie sous tomosynthèse. Alors, ceci a engendré une grande réorganisation au sein de notre unité de scénologie. Auparavant, nous avions une grande salle de macrobiopsie sur table dédiée, comme vous pouvez le constater ici, donc c'était une très grande salle, et une autre salle de mammographie indépendante. Mais depuis l'arrivée de notre nouveau mammographe, tout se fait dans la même salle, malheureusement pas la plus grande puisqu'elle fait environ 12 mètres carrés. Donc voici notre nouvelle salle avec le paravent plombé, le fauteuil et le tube en position ici assise que l'on mettra en position allongée lors des procédures de macrobiopsie. Donc ce qui s'est passé, c'est que lors de la prise en charge d'une patiente qui était âgée, pas très stable, qui sentait pas très bien, eh bien il se produit un choc de la tête de l'appareil contre la coudoir du tube, tandis que s'effectuait la rotation du tube. Donc grosso modo, il y a eu une rotation du tube, une petite mamie qui se sentait pas très bien, et les manipulateurs présents avaient quelques centièmes de seconde pour décider de sauver la tête de la patiente ou la tête du tube. Bon, évidemment, la cause est sans appel, la tête de la patiente va très bien et le tube a pris un peu cher. Suite à la collision de la tête du tube sur la coudoir du fauteuil, le cache frontal est totalement endommagé. Donc on a l'intervention d'un premier technicien qui diagnostique un plastique bloquant et une plaque dévissée qui limite la rotation du filtre. Donc il fait tout ce qu'il faut, mais durant les jours d'après, les problèmes surviennent encore sur l'appareil. Donc finalement, nouvelle intervention du service technique avec changement de filtre. Malheureusement, le filtre a été monté à l'envers par le technicien, car les nouveaux filtres se ressemblent beaucoup et auparavant il y avait visiblement des codes couleurs. Et le filtre donc monté à l'envers et là les problèmes ont commencé très clairement. Lors des contrôles hebdomadaires du fantôme MTM100, un problème de masse divisé par 2 est décelé. En effet, nous avions 103 masses sur le fantôme de référence et nous n'avions plus que 50 masses sur ce contrôle hebdomadaire post-changement de filtre.
Mais par contre, le score était tout à fait correct, ceci s'expliquant certainement par les processus de numérisation. Pas de variation significative de la dose délivrée par sein non plus, que nous relevons à chaque patiente, après chaque examen, sauf sur les seins avec une épaisseur de sein comprimé supérieure à 6 cm. Alors, nous avons pris ici l'exemple de 2 patientes qui sont venues faire leur mammographie en 2016 et en 2017. Et nous avons pris la dose sur le même sein de face. Comme vous pouvez le constater, la première patiente, donc avec une épaisseur de sein comprimé environ de 45 mm, en 2016, elle a une dose glandulaire moyenne de 1,10 mg et en 2017, 0,60 mg. La patiente numéro 2, donc elle a une épaisseur de sein comprimé de plus de 7 cm. Donc en 2016, la dose glandulaire moyenne délivrée était de 2,29 mg et en 2017, 4,98 mg. Donc, en clair, les patientes ayant un sein comprimé à moins de 60 mm de compression, elles ont eu une dose reçue divisée par 2, avec toujours une anode en tungstène et un filtre en rhodium. Par contre, les patientes ayant un sein comprimé supérieur à 7 cm de compression, elles ont reçu une dose multipliée par 2, avec normalement une anode toujours en tungstène, mais un filtre en argent. D'après les explications des contrôleurs, il n'y avait pas de reconnaissance entre le filtre affiché et le filtre utilisé. Autrement dit, il est fort probable que pour les patientes avec un sein comprimé à plus de 7 cm, le filtre affiché était bien de l'argent, ce qui est normal sur ce mammographe. Pour des seins comprimés à plus de 7 cm d'épaisseur, c'est le filtre d'argent, mais que probablement, en l'occurrence, le filtre utilisé dans ce contexte, c'était probablement un filtre en rhodium. D'où le long temps de pause qu'on constatait et la dose délivrée. Voilà, alors fort heureusement, nous avons eu très peu de femmes avec un sein comprimé à plus de 7 cm d'épaisseur, à tel point qu'on a eu du mal à vous trouver cet exemple. Alors revenons au contrôle de qualité externe, donc qui a lieu tous les 6 mois, comme vous le savez, et qui intervenait dans la même semaine que lorsqu'on a eu notre problématique. Donc ça tombait bien. Alors, lors de la visite du contrôle de qualité externe, celui-ci révèle un problème avec l'exposeur automatique. En fait, les KV affichés ne correspondaient pas aux KV passés. Donc alors là, tous les warnings sont au rouge, on arrête tout. Il appelle le technicien constructeur qui est intervenu, qui est arrivé dans l'heure. Là, on est vraiment dans une grande problématique, on arrête tout. Résultat des courses, 5 heures d'intervention. Le contrôle APAV reporté, l'évacuation totalement annulée jusqu'à nouvel ordre. 72 heures plus tard, le technicien constructeur revient avec toutes les pièces manquantes, il repositionne les filtres, il contrôle les KV et les masses. Au bout de 6h30 d'intervention, tout est OK. Et à ce moment-là, le technicien de contrôle de qualité externe procède au contrôle de qualité externe qui est à ce moment-là OK. Alors, analyse de la situation. Une lecture attentive et au calme du fantôme MTM100 est obligatoire, y compris les KV et les masses, car on a beaucoup tendance à se concentrer sur le score. Mais tout a son importance. Attention au manque de communication dans l'équipe dès qu'on voit une non-conformité ou des valeurs en dehors des marges de tolérance. Je vous rappelle qu'ici, il s'agit d'une non-conformité majeure, donc on arrête tout. Il faut immédiatement prévenir le médecin expert, le médecin de la vacation, les référents, les cadres et si vous avez un physicien médical au sein de votre équipe également. Dans notre service, cet événement a engendré une perte d'une 50aine de mammographies. Il faut donc rester extrêmement vigilant à chaque changement de la chaîne de radiologie. Alors, qui dit changement d'un élément de la chaîne de radiologie dit nouveau fantôme de référence. Donc, on a fait un nouveau fantôme de référence, une nouvelle calibration et une nouvelle feuille Excel MTM100. Et donc, cette fois, c'était une fantôme MTM100 faite à l'année et non plus au mois afin d'avoir une plus grande visibilité. Donc, voici notre nouveau fantôme Excel du fantôme hebdomadaire MTM100 avec une visibilité sur l'année.
Par ailleurs, à partir du 22 janvier 2021, de nouvelles réglementations sont fixées par l'ANSM. Donc il y a un contrôle qualité interne supplémentaire et obligatoire pour tout mammographe qui utilise la tomosynthèse. Il y a un contrôle mensuel qui doit être fait sur l'état général du mammographe pour savoir si tout fonctionne bien. Et il y a un contrôle de qualité interne hebdomadaire supplémentaire qui permet de contrôler l'homogénéité du détecteur lors d'acquisition en 2D et en 3D à l'aide du bloc uniforme de calibration en PMMA afin de vérifier l'absence d'artefacts. La luminosité ambiance de la salle doit être compris maintenant entre 20 et 100 lux contre 10 et 20 lux auparavant. Et alors le plus dur ce sera pour le contrôle de qualité externe qui va durer une journée entière alors qu'auparavant ça durait une demi-journée car il y a énormément de choses à vérifier. Tous les experts de notre équipe sont totalement impliqués dans cette nouvelle réglementation bien sûr. Pour conclure, l'expérience présentée à l'hôpital Tenon montre l'enthousiasme et l'énergie de toute une équipe, avec la reconnaissance individuelle de chaque expert, mais tous impliqués au service du collectif. Il y a une vraie place dans la démarche qualité de l'établissement. Donc toutes ces dimensions liées au rôle du manipulateur référent sont bénéfiques aux institutions et à la valorisation du travail des manipulateurs, si nécessaire aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Marine Charbonnier, manipulatrice dans le groupe Imagerie Loire-Forêt à Saint-Étienne. Je suis arrivée il y a 5 ans et ce que j'apprécie dans mon travail au quotidien, c'est l'encadrement et la formation de manipulateurs stagiaires. C'est très vertueux de transmettre son savoir. Manipulateurs et radiologues, nous sommes mobilisés pour donner les bons conseils, les bonnes habitudes et les bons gestes. Parmi nous, certains enseignent la théorie avant la mise en pratique en stage. C'est important d'être dans la transmission et l'accompagnement. C'est une façon de fidéliser et de recruter. D'ailleurs, nous avons un partenariat avec l'école de manipulateurs située à Saint-Étienne. Donc, que vous soyez en poste ou en formation, je vous invite vivement à rejoindre notre groupe et le réseau vidéo. Vous profiterez d'une relation de proximité avec les radiologues qui ont la volonté de vous faire monter en compétences dans votre pratique et donner du sens à votre activité. Bonjour, je vais vous parler des perspectives de pratique avancée en radiothérapie. La Société européenne des manip radio en radiothérapie a publié un rapport sur le développement des pratiques avancées en 2019. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la pratique avancée ? Il existe des différences dans la terminologie et les définitions utilisées pour décrire la pratique avancée dans la littérature. Selon l'ESTRO, les manips en radiothérapie de pratique avancée peuvent être définis en tant qu'individus ayant développé de manière significative leur champ d'application et qui ont par conséquent une expertise clinique supplémentaire dans un domaine de pratique spécifique. Ils prennent des décisions cliniques appropriées en fonction de leur niveau accru de pratique et en appliquant des preuves qui ont un impact direct sur le parcours de soins du patient. Au niveau de la définition des manips de radiothérapie de l'ESTRO, un praticien avancé travaille en dehors de son champ d'application et démontre une pratique experte dans un domaine spécialisé. Il travaille de manière autonome en assumant un rôle de leader dans le développement de la radiothérapie et des recherches associées à ce domaine. Idéalement, leurs études devraient être alignées sur des pratiques de niveau 7 et 8 grâce à un enseignement approprié. La pratique avancée des manips en radiothérapie est déjà développée dans de nombreux pays comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et en cours de développement dans d'autres pays comme notamment Singapour.
Ils ont différentes actions. Ils peuvent délimiter les volumes cibles et les organes à risque, faire des examens dirigés et d'évaluation de la toxicité en cours de traitement lors de consultations paramédicales. Ils peuvent permettre un accès efficace à la radiothérapie, du coup de réduire les délais de prise en charge, notamment au niveau palliatif. Ils ont un rôle de leadership, de développement et d'amélioration des services, de formation, mais également ils contribuent aux preuves et aux recherches dans ce domaine. Au niveau de la formation, il est recommandé que les manips dans leur rôle de pratique avancée étayent leurs connaissances sur le plan académique en complétant leur niveau d'enseignement d'un 3e cycle. Le niveau minimum de qualification du coup, est un niveau 7-8, ce qui correspond en France à un master, un doctorat ou un doctorat en radiothérapie. On va leur demander également d'avoir une formation continue de leur apprentissage grâce à des programmes professionnels de développement. Le défi des prochaines années sera de définir les normes de qualité communes. Elles diffèrent considérablement d'un pays à un autre, en particulier lorsqu'il n'existe aucune organisation professionnelle pour faire appliquer leur champ de compétences. L'absence de description de poste rend forcément difficile l'évaluation comparative de ces rôles. En raison de la progression constante de la radiothérapie, le manip en pratique avancée pourrait être rapidement considéré comme une pratique standard, avec des différences d'opinion sur ce qui est considéré comme avancé ou standard. Le comité des manips en radiothérapie de l'ESTRO préconise la pratique avancée. Elle permet à la profession de se développer, améliore l'accès à la recherche et au développement, ainsi que leur efficacité, ainsi que l'amélioration de la qualité des soins aux patients. Du coup, qu'en est-il en France ? En France, il n'existe pas de master dédié à la radiothérapie et accessible aux manips radio. Néanmoins, il existe des diplômes universitaires de type recherche, curithérapie, sciences cliniques et bien d'autres. Les évolutions possibles en tant que manip en radiothérapie, il y a la licence pour devenir dosimétriste, le master physique, puis le concours des QPRM pour être physicien médical, mais également le concours de cadre pour être cadre de santé. On a également le master en pratique avancée en soins en cancérologie, le master Pascal, dans lequel je suis, que j'ai pu intégrer grâce à l'obtention d'un diplôme universitaire des sciences cliniques en soins en cancérologie de l'IGR. Ce master permet d'apprendre la clinique, des tumeurs solides, mais également en hémato, des différentes thérapeutiques anticancéreuses. La formation aborde un parcours du patient de façon globale. Elle permet d'étudier les bases de la recherche, mais également d'acquérir une pratique clinicienne grâce à un stage de 4 mois. Les infirmières sont sous le diplôme d'État IPA, donc infirmière en pratique avancée, avec un décret d'application, ce qui leur permettra de travailler de manière autonome. Elles peuvent ausculter, prescrire des examens et également renouveler certaines ordonnances. Pour ma part, j'espère pouvoir mettre à profit mes connaissances, notamment cliniques, dans mon service, comme lors de consultations de suivi, en cours de traitement ou post-traitement, de faire de la recherche. En attendant, je l'espère, une formation spécifique au manip radio et surtout un diplôme d'État qui nous permettrait d'exercer en tant que tel. Merci de votre attention. Alors Glimmer, c'est une société qui développe des logiciels basés sur de l'intelligence artificielle d'aide au diagnostic et d'aide à la productivité pour les professionnels de l'imagerie. Concrètement, nos logiciels sont capables de détecter des lésions dans des images médicales et de les présenter aux praticiens pour validation finale directement dans son outil de travail qu'on appelle le PACS. Alors quel est le sens de notre démarche ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'imagerie médicale a pris une place prépondérante dans le parcours de soins des patients. En conséquence, le nombre d'examens d'imagerie a très fortement évolué sur les dernières décennies, induisant une surcharge de travail de la part des radiologues qui sont en nombre trop insuffisant pour interpréter cet afflux d'images. Et que malheureusement, cette surcharge de travail ouvre la porte à des erreurs diagnostiques.
L'objectif de Glimmer, c'est d'équiper ces praticiens, ces radiologues, de logiciels qui jouent finalement le rôle de filet de sécurité qui leur permettent d'interpréter plus rapidement leurs examens. Alors, qu'est-ce que Boneview ? Boneview, c'est notre premier produit. Et donc, quel est ce sujet, le sujet de ce premier produit ? La situation que j'ai mentionnée un peu plus tôt, c'est-à-dire une surcharge de travail qui ouvre la porte à des erreurs diagnostiques, eh bien, cette situation, elle est d'autant plus vraie dans les services d'urgence où les conditions de travail sont sous-optimales, stress, effectif réduit, et où le volume d'images interprétées est extrêmement important. Donc, c'est pas pour rien que 80% des erreurs de diagnostic qui sont déclarées dans les services d'urgence sont en réalité des fractures manquées sur des radiographies standards. Vous l'aurez compris, Boneview, notre premier produit, vise à pallier en fait à cette situation-là, et donc c'est un détecteur de fractures en radiographie standard. On est capable d'aller pointer la présence d'une fracture sur une radio standard et de le présenter au praticien pour une validation finale. Alors, le manipulateur radio dans tout ça, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA finalement fonctionne peu ou prou comme un praticien. Elle a besoin d'avoir des clichés de bonne qualité pour faire son travail le plus proprement possible. Et donc finalement, pour le déploiement d'une intelligence artificielle soit un succès dans un établissement de santé, c'est un vrai projet collaboratif entre les praticiens et les manipulateurs radio pour aider l'IA finalement à être dans les meilleures conditions. Mais moi je pense surtout, et c'est extrêmement intéressant, c'est que dans des pays où le manque de radiologues est encore plus criant que la France, et je pense à l'Angleterre, c'est certaines fois donc des manipulateurs radio avec une formation médicale particulière qui lisent les clichés de radiographie standard, et que dans ce contexte, l'IA peut être une aide très précieuse pour les conforter dans leur diagnostic. Bonsoir à tous, je m'appelle Stéphane Michelutti, je suis manipulateur radio et également président régional de l'AFPPE Languedoc-Roussillon, et ce soir je vais vous parler du rôle du président régional à l'AFPPE et du rôle des bureaux régionaux. Alors, le président régional à l'AFPPE, qu'est-ce que c'est? Avant de rentrer dans le détail, nous allons regarder comment est organisée la FPPE. Donc, elle est administrée par un conseil d'administration dans lequel siège le président national, bien évidemment, le bureau national, et puis également les responsables des bureaux régionaux et les responsables des commissions professionnelles. Il existe à la FPPE 25 délégations différentes, 25 délégations régionales. Il y en a 17 qui sont très actives. C'est celle qui s'affiche sur votre gauche actuellement. Peut-être faites-vous partie de l'une de ces régions. Peut-être connaissez-vous vos représentants régionaux. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre contact avec eux. Et puis, à côté de ces 17 régions actives, il existe aussi 8 délégations qui ne sont pas actives ou qui sont en sommeil. Et donc, c'est celle qui s'affiche actuellement sur votre droite. Donc, dans ces régions, il n'y a pas de représentants. Si vous avez l'envie, le cœur de vous lancer dans la représentation de notre profession au sein de ces régions, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous aidera à recréer un bureau régional. Alors, un bureau régional, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une équipe qui est composée de manipulateurs et de cadres de santé qui sont tous bénévoles, comme l'ensemble des bénévoles de la FPPE. Ils sont issus du secteur public et du secteur privé, et ils représentent l'ensemble des modalités et des spécialités de notre profession. Cette équipe, elle est chargée d'animer sa région. Alors, la tête de cette équipe, il y a un président régional. Un président régional, c'est quoi? Eh bien, c'est un animateur d'équipe, un animateur de ce fameux bureau régional. Alors, le président régional, il a deux rôles. Le premier, c'est un rôle national. Il est le lien permanent entre la région et le national.
Par ailleurs, il est membre du conseil d'administration de la FPPE, donc il siège à ce conseil d'administration et il participe aux prises de décision et aux grandes orientations de notre association. Il est également régulièrement invité aux réunions du bureau national et ça lui permet d'être en permanence informé sur l'actualité et sur les dossiers que traite la FPPE, que ce soit au point de vue associatif ou au point de vue professionnel. Son deuxième rôle, c'est un rôle régional. Il est chargé d'animer, avec son équipe, d'animer sa région. Alors, animer une région, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est créer du lien et des échanges entre les manipulateurs de la région. Ensuite, c'est relayer les informations, qu'elles soient associatives ou professionnelles, qu'elles soient régionales ou nationales. Ça se fait via différents canaux. Le plus connu, c'est la page Facebook. Et chaque région possède sa propre page Facebook. Donc, je vous invite évidemment à aller voir ou vous inscrire sur les pages Facebook de votre région. Ensuite, il y a tout un rôle de formation. Et ça permet de pouvoir organiser des rencontres ou d'organiser des formations régionales. Et puis, il y a un rôle aussi pour piloter ou pour conseiller, en tout cas d'être un appui dans l'organisation des formations nationales que propose la FPPE, ces formations qui pourraient se dérouler dans une région. Ensuite, il y a un rôle assez important, c'est celui de recenser, de mobiliser les ressources scientifiques de la région. Ces ressources scientifiques qui seraient susceptibles de pouvoir publier dans la revue scientifique de la FPPE ou de proposer des communications sur les formations nationales que propose notre association tout au long de l'année. Et puis ensuite, le président régional, il peut être sollicité ou délégué par le bureau national pour représenter la FPPE auprès des tutelles régionales ou répondre directement aux sollicitations de ces organismes régionaux. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu plus sur le rôle du bureau régional et de son président. Sachez que ce bureau régional, il est le lien entre vous et le bureau national. Si vous avez envie de vous investir auprès de votre bureau régional, n'hésitez pas à contacter votre équipe sur place ou à contacter le siège. Vous pouvez le faire via le site internet de la FPPE. Et puis si vous avez envie de reprendre un bureau régional inexistant ou inactif, n'hésitez pas à nous contacter via les différentes modalités qui se sont affichées en bas de l'écran. Et nous ferons tout en mettre en œuvre ce projet et tout pour vous y aider. Merci à tous, bonne soirée. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'AFPPE. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le collège scientifique. Tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Le collège scientifique a été créé en octobre 2011, projet notamment porté par Dominique Zéroux, fidèle adhérente depuis de très nombreuses années. Les premières missions du collège scientifique furent d'accompagner la mise en place du développement professionnel continu, notamment via l'évaluation du contenu des formations. Il s'agit d'un organisme indépendant. Ça signifie que les membres du collège scientifique ne peuvent pas avoir de responsabilité dirigeante au sein de l'association. Ainsi, le collège scientifique n'est pas un organisme de surveillance, ni un organisme décisionnel. Il est composé de manipulateurs issus de chaque spécialité de la profession afin d'être réellement représentatif. Il est ainsi piloté par une secrétaire et un coordinateur. L'ensemble de ses membres sont des adhérents bénévoles motivés par la promotion du métier sous des aspects scientifiques afin de faire vivre la science sur leur temps libre. Mais quels sont les objectifs aujourd'hui pour le collège scientifique ?
Voici les rôles et missions actuels. L'évaluation des formations, œuvrer dans le processus d'organisation et d'animation du champ scientifique, répondre à des demandes d'avis de la part du Bureau national dans le domaine scientifique, et enfin accompagner l'AFPPE à se positionner en tant que société savante. Mais qu'est-ce qu'une société savante ? Pour cela, 5 critères. Une société savante assure la mémoire du métier, assure une veille scientifique, produit de la recherche, communique et diffuse du savoir, et enfin dispense des formations. Pour assurer la mémoire du métier, l'AFPPE produit et archive la revue Le Manipulateur. Afin d'assurer également une veille scientifique, vous pouvez constater l'envoi mensuel de la newsletter scientifique. Il s'agit d'une sélection de 5 articles réalisés par les membres du collège scientifique au sein de l'actualité en cours. Produire de la recherche et assurer son soutien, l'AFPPE a mis en place différents moyens. À l'aide de prix tels que le prix SFR AFPPE ou Serge Mourgue et la bourse de recherche AFPPE. Le collège scientifique va être présent dans ces différents prix afin de valider dans un premier temps les dossiers et lettres d'intention, puis de procéder à une évaluation rigoureuse des différentes candidatures afin de sélectionner le lauréat. Pour la communication et la diffusion du savoir, il s'agit de l'archivage des articles de la revue sur la plateforme de littérature scientifique en santé, notamment par l'évaluation des articles par les membres du collège scientifique afin de les sélectionner, et la création d'un thésaurus spécifique aux manipulateurs radio par spécialité afin de faciliter l'attribution de mots-clés lors de la réalisation d'articles scientifiques. Dispensation des formations, l'AFPPE organise de très nombreux congrès. Là encore, le collège scientifique intervient tout d'abord en préalable par l'évaluation des abstracts et enfin a posteriori via la sélection des meilleures communications. Ainsi, si vous êtes passionné, motivé, plein d'idées, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre et avancer tous ensemble. À bientôt!